Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Nous voilà sur notre premier cours et on va commencer par la thermique du bâtiment. Alors, je reprends le nom de Abdelmanaf. Je suis élève ingénieur en Master 1 en énergétique. Alors, l'objectif de la thermique du bâtiment, c'est vraiment de déterminer les déperditions et les apports de chaleur à travers les parois, l'enveloppe du bâtiment et de dimensionner par la suite les systèmes énergétiques tels que les chaudières, les radiateurs, etc. Et même les systèmes de climatisation. Alors, pour comprendre la thermique du bâtiment, moi j'estime qu'il est vraiment fondamental de connaître certaines bases en thermodynamique, notamment les grandeurs extensives et intensives et la condition fondamentale d'échange d'énergie entre deux corps ou deux milieux. Alors, une grandeur extensive en thermodynamique, c'est une grandeur qui dépend de la quantité de matière. Comprenez? Alors, si vous prenez une bassine et que vous la remplissez à moitié d'eau, et que vous prenez la même bassine, vous la remplissez à 100%, la masse ne sera pas la même. Seulement lorsque vous allez peser la bassine et l'eau qui est contenue dans cette bassine, vous n'aurez pas du tout la même masse. Comprenez? Donc on va dire que la masse est une grandeur extensive parce qu'elle dépend de la quantité de matière. Elle dépend de la quantité. C'est bon? Alors par contre, une grandeur intensive, c'est une grandeur qui ne dépend pas de la quantité de matière. Comprenez? Elle garde la même valeur en tout corps ou bien en tout point. Comprenez? Si je prends le cas de la température, lorsque vous avez une eau dans une bassine et que vous mesurez sa température, et qui est de, par exemple, 10 degrés, c'est bon, en tout point de l'eau, la température sera de 10 degrés, comprenez? Elle ne dépend pas du tout de la quantité. Alors, maintenant, il faut comprendre c'est quoi la condition fondamentale d'échange ou de transfert d'énergie entre deux corps ou deux milieux. Alors, si vous avez deux corps, un corps qui a une température donnée et un autre corps qui a une autre température, la condition fondamentale qui est d'échange d'énergie entre ces deux corps, c'est que il faudrait que les deux corps aient des températures différentes, c'est bon? Ou bien il faudra que les deux milieux aient des pressions différentes, comprenez? Lorsque je prends un corps A qui est à 20 degrés et un autre corps B qui est à 30 degrés, les deux vont forcément échanger de la chaleur parce qu'ils ne sont pas à la même température, comprenez? Alors par contre, si je prends deux milieux, un milieu 1 qui a une température à une pression P1 et un autre milieu 2 qui a une pression P2, si P1 est différent de P2, alors ces deux milieux vont forcément échanger de l'énergie. Comprenez? Alors, si deux corps ou bien deux milieux ont deux températures qui sont différentes, alors ils vont échanger de la chaleur. Mais s'ils ont des pressions différentes, ils vont échanger du travail. C'est bon? Alors, le travail, c'est toute autre forme d'énergie autre que la chaleur. Alors, si vous voyez l'exemple sur le côté droit ici, vous avez un local qui est à 22 degrés et vous avez l'air extérieur qui est à 30 degrés. Là, vous voyez que les deux milieux n'ont pas du tout la même température. C'est bon? Alors là, il va forcément avoir de l'échange de la chaleur entre les deux milieux. Comprenez? Et notamment, la chaleur quitte toujours du corps le plus chaud vers le corps le moins chaud. D'accord? Donc, on va avoir un déplacement de la chaleur du milieu extérieur vers le local. Comprenez? Et vraiment, l'objectif de la thermique du bâtiment, c'est de pouvoir quantifier cette énergie, cette chaleur-là qui entre dans notre local et ensuite de pouvoir dimensionner les systèmes de climatisation, par exemple. Mais si on est en hiver, par exemple, où la température extérieure est de 4 degrés Celsius et qu'à l'intérieur, on est censé être à 19 degrés Celsius, vous voyez qu'on va avoir une différence de température. Donc forcément, en hiver, nous allons avoir un flux de chaleur qui va quitter du local vers le milieu extérieur. C'est bon? Voilà. Alors, conditions de transfert de chaleur, en résumé, deux corps ou deux milieux ayant une grandeur intensive de différentes valeurs vont échanger de l'énergie ou de la matière, comprenez?
Si la grandeur intensive est la température, alors l'énergie échangée, c'est la chaleur. Si la grandeur intensive est la pression, alors l'énergie échangée est le travail. Et si la grandeur intensive est la concentration, alors il va y avoir échange de matière. Comprenez? Alors, si vous prenez deux milieux, c'est bon. Vous avez un milieu qui est à une concentration d'un soluté de 2 moles par litre, c'est bon. Et vous avez un autre milieu qui a une concentration de 3 moles par litre. Alors là, vous allez avoir un échange de matière entre les deux milieux. Comprenez? On suppose évidemment que les deux milieux sont en contact, c'est bon. Et vous allez avoir de l'échange de la matière, de telle en sorte que la concentration finale soit la même. Alors, maintenant qu'on a compris c'est quoi les conditions fondamentales d'échange d'énergie ou de chaleur entre deux corps, maintenant nous allons voir les différents modes de transfert de chaleur, les différents modes de change de chaleur. Comprenez? Alors, il y a ce qu'on appelle la conduction thermique. La conduction thermique, ce qui est fondamental, c'est qu'il faut savoir que la conduction thermique, c'est entre deux corps. C'est l'échange de chaleur entre deux corps solides, vraiment solides, comprenez? Si vous avez deux corps solides qui sont en contact et qui ne sont pas à la même température, alors ils vont échanger de la chaleur et cette forme de chaleur échangée est due à la conduction thermique, comprenez? Alors, aussi, vous pouvez avoir de la conduction thermique à l'intérieur d'un même solide, d'une extrémité à une autre, parce que les deux extrémités ne sont pas à la même température. Comprenez? Alors, après, le second mode de transfert de chaleur, c'est la convection thermique. C'est bon? Alors, la convection thermique est le transfert de chaleur entre un fluide en mouvement et une paroi fixe. C'est bon? Un fluide en mouvement et une paroi fixe. Bon, si je prends le cas d'un local, vous allez avoir l'air intérieur qui lui est en mouvement, c'est bon, qui va échanger de la chaleur avec le mur, c'est bon, ou la fenêtre ou la porte. Comprenez? Alors, l'exemple ici typique, c'est le cas d'une casserole qui est sur la plaque, c'est bon. Et alors, lorsque vous allumez la plaque, elle va chauffer la paroi de la casserole, parce que les deux sont en contact, c'est bon. En conséquence, c'est bon, cette chaleur que vous transmettez à la casserole va réchauffer euh, l'eau qui est dans la casserole, comprenez? Et cette eau qui est dans la casserole, elle n'est pas stable, d'accord? Donc ici, on a bel et bien une convection, c'est bon? Parce qu'on a des mouvements à l'intérieur du liquide qui est un fluide et qui va échanger de la chaleur avec une paroi fixe qui est la paroi de la casserole, comprenez? Alors, le troisième mode de transfert de chaleur est le rayonnement thermique. C'est bon, le rayonnement thermique, c'est le transfert de chaleur entre deux corps solides à distance. Comprenez? Vous avez deux corps solides qui ne sont pas à la même température et qui ne sont pas en contact. Ces deux corps vont forcément échanger de la chaleur par rayonnement thermique. C'est le cas du Soleil et de la Terre. Voilà. Alors, nous allons voir la conduction thermique. C'est bon, mais dans notre cas spécifique, nous allons supposer qu'elle est unidirectionnelle, c'est bon. Autrement dit, la propagation de la chaleur se fait que dans un sens, dans un seul et unique sens, comprenez? Alors, lorsque vous avez, je prends les cas des murs, c'est bon. On suppose que la température à l'intérieur du local, elle est différente de la température à l'extérieur. Donc, autrement dit, de part et d'autre du mur, on n'a pas la même température. Et donc, forcément, on va avoir un échange de chaleur. Comprenez? Alors, maintenant, ce qui nous intéresse ici pour le moment, c'est la conduction thermique. Autrement dit, c'est la conduction thermique, c'est le transfert de chaleur dans le mur. Comprenez? Parce qu'on avait dit que la conduction thermique, c'est le transfert de chaleur entre deux corps solides en contact ou bien à l'intérieur d'un même corps qui est soumis à une différence de température à ses extrémités. Comprenez? Alors, dans le cas du mur, c'est bon. Lorsqu'on a un mur d'épaisseur E,
c'est bon, et qui est caractérisé par une conductivité thermique lambda, c'est bon. Alors, il y a ce qu'on appelle la résistance thermique surfacique, c'est bon. C'est c'est égal à l'épaisseur du mur divisé par son lambda. Comprenez? Alors, comprenez bien que l'épaisseur du mur ici, c'est l'épaisseur, c'est la largeur du mur qui sépare les deux températures. C'est bon? Attention à ne pas prendre une autre valeur. Alors, du coup, on appelle la résistance thermique globale ou bien la résistance thermique tout court, c'est c'est la résistance surfacique, c'est bon, divisé par la surface totale du mur, c'est bon, du matériau. C'est la surface d'échange. Le S, c'est la surface d'échange. Comprenez? C'est-à-dire que c'est la surface à travers laquelle le flux va passer d'un côté à un autre. Comprenez? Alors, la conductance thermique ou bien le coefficient de transmission thermique, U, est égal à l'inverse de la résistance surfacique. Comprenez? Et on appelle par le flux surfacique ou densité de flux en watts par mètre carré, il est égal à la différence de température de part et d'autre du mur divisé par la résistance surfacique. Autrement dit, c'est égal à U fois la différence de température. C'est bon, et ayez très bien en tête que la différence de température ici, elle est considérée positive. Elle sera toujours calculée en faisant la température la plus élevée moins la température la plus basse, la moins élevée. D'accord? Alors, le flux global, le grand flux, est égal au flux surfacique fois la surface de change. Comprenez? Alors, le flux surfacique, en fait, c'est le flux de chaleur qui traverse un mètre carré de matériau. Dans le cas des murs, c'est le flux qui va traverser un mètre carré du mur. Comprenez? Alors, pour trouver le flux global, c'est bon, c'est-à-dire que le flux qui traverse toute la surface du mur, c'est bon. Alors, il faudrait prendre le flux surfacique multiplié par la surface totale du mur. Alors, juste un exemple, si on prend un mur de dimension 10 fois 2,5 mètres, c'est bon, qui est composé de briques d'épaisseur 15 cm, et on demande de calculer le flux de chaleur surfacique et le flux de chaleur global. Comprenez? Alors, on nous donne la conductivité thermique des briques, c'est bon, qui composent évidemment le mur, et on nous donne la température intérieure et extérieure du mur. Alors, pour le faire, alors on calcule la résistance surfacique, c'est bon, on a dit c'est l'épaisseur du mur divisé par lambda. Donc ça fait 0,15 divisé par 0,114 watts par mètre Kelvin. Et du coup, ça fait 0,203 mètres carrés Kelvin par watt. Comprenez? Alors, pour calculer la résistance thermique ou la résistance thermique globale, on avait dit c'est la résistance surfacique divisée par la surface de change. C'est bon? Autrement dit, ça fait 0,203 divisé par 10 fois 2,5. C'est bon? Alors, les 10 mètres, c'est la longueur du mur et les 2,5, c'est la hauteur du mur. Du coup, pour calculer la surface à travers laquelle on va avoir le change de chaleur entre le milieu intérieur et le milieu extérieur, ce n'est rien d'autre que la longueur du mur fois sa hauteur. Alors, pour calculer la conductance thermique ou le coefficient de transmission thermique, on avait dit c'est l'inverse de la résistance surfacique. Et du coup, ça fait 1 divisé par 0,203, ce qui fait 4,93 watts par mètre carré Kelvin. C'est bon. Et du coup, pour calculer la résistance, le flux surfacique, on a dit c'est la différence de température divisée par la résistance surfacique. C'est bon, ce qui va nous donner 103 watts par mètre carré. Et pour calculer le flux global, il suffit de prendre le flux surfacique multiplié par la surface totale du mur. C'est bon, la surface d'échange du mur. Alors, la conduction thermique unidirectionnelle, en fait, sachez très bien qu'on a deux types. On a le transfert de chaleur à travers une paroi qui est plane, c'est bon, mais on a un transfert de chaleur aussi dans les surfaces cylindriques.
Comprenez? Si je prends le cas d'un mur, c'est bon, c'est une surface plane. Mais si je prends le cas d'un tuyau dans lequel on fait passer de l'eau chaude à 60 degrés, c'est bon, vous comprenez qu'il va y avoir échange de chaleur parce que vous avez le fluide qui est à l'intérieur qui est à 60 degrés et vous avez l'air ambiant qui est à, disons, à 15 degrés par exemple. Comprenez? Donc, on a une différence de température entre deux milieux et donc forcément, on va avoir un échange de chaleur. Alors, dans le cas des surfaces planes, alors, pour les parois composées, c'est-à-dire une paroi composée, c'est une paroi qui est composée de plusieurs couches superposées, c'est bon? Et on dit ces matériaux, ces couches sont en série parce que pour que le flux avant de traverser parce que le flux traverse les matériaux l'un après l'autre. Comprenez? Par exemple, je prends le cas ici. Vous avez le matériau qui est en jaune, le matériau qui est en violet et celui qui est en bleu clair. Alors, vous voyez très bien que les deux murs-là, vous avez la température d'un côté qui est de 745 degrés Celsius, et vous avez la température de l'autre côté qui est de 30 degrés Celsius. Donc vous comprenez forcément qu'il va y avoir un transfert de chaleur, un échange de chaleur, un flux de chaleur. C'est bon parce qu'on est à deux températures différentes, c'est bon. Et comme on l'a dit, le flux va toujours du plus chaud vers le moins chaud. Comprenez? Donc, on va avoir un flux de chaleur de l'intérieur vers l'extérieur. Comprenez? Mais le flux, avant de traverser, avant d'arriver à l'extérieur, c'est bon, c'est qu'il traverse d'abord le matériau 1, qui est caractérisé par une épaisseur E1 et une conductivité thermique lambda 1. Ensuite, il traverse le matériau 2, qui est caractérisé par une épaisseur E2 et une conductivité thermique lambda 2. Et ensuite, il va traverser E3, le matériau d'épaisseur E3 lambda 3. Comprenez? Voilà, donc on dit que ces trois couches ici sont en série parce que le flux les traverse l'un après l'autre. Autrement dit, elles sont superposées. Alors, dans ce cadre-là, pour calculer la résistance thermique surfacique totale, et donc vous faites la somme, rien que la somme de la résistance thermique du matériau 1, celui du matériau 2 et celui du matériau 3. Autrement dit, si vous avez quatre matériaux, vous faites la somme des résistances thermique surfacique de ces quatre matériaux. C'est bon? Et donc la formule c'est R1 plus R2 plus R3. C'est bon? Donc ça fait E1 sur lambda 1 plus E2 sur lambda 2 plus E3 sur lambda 3. Alors pour calculer la résistance thermique globale de la paroi, donc ayez très bien en tête que ici les trois couches ou bien les trois matériaux ont la même surface d'échange parce qu'elles sont superposées. Comprenez? Et donc, ils ont la même surface d'échange. Donc le R, il est égal à E1 sur lambda 1 fois S, qui est la surface d'échange, plus E2 sur lambda 2 fois S, plus E3 sur lambda 3 fois S. Comprenez? Et tout ça, c'est égal aussi à la résistance thermique surfacique qu'on venait de calculer, divisée par la surface d'échange. Alors, pour calculer la conductance thermique en watts par mètre carré Kelvin, on sait qu'il est égal toujours à l'inverse de la résistance surfacique. C'est bon. Alors, pour calculer le flux surfacique ou la densité de flux en watts par mètre carré, c'est égal à la différence de température, sachant que cette différence doit être positive. Du coup, la température la plus élevée moins la température la moins élevée, divisé par la résistance surfacique. Autrement dit, c'est qui est égal à U fois delta T. Et du coup, pour calculer le flux global, comme vous le savez, c'est rien que le flux surfacique multiplié par la surface totale d'échange. Alors, juste un petit exercice. Là, vous avez deux matériaux, lambda 1, un matériau 1 et un matériau 2. Le matériau 1, c'est du lin de verre. Le matériau 2, c'est du béton cellulaire. Vous avez les lambda. Vous avez un tableau, donc vous allez rechercher les deux matériaux dans le tableau et trouver les lambda. C'est bon, on vous donne les épaisseurs ou on vous demande de calculer la résistance surfacique. C'est bon? Alors, ici,
vous êtes d'accord que les deux matériaux sont en série. C'est bon parce qu'elles sont, les deux matériaux sont superposés, d'accord? Donc le flux avant de traverse ces matériaux-là, ces couches-là, l'une après l'autre, comprenez? Alors, du coup, la résistance surfacique, ça fait R1 plus R2 plus R3. C'est bon? Et voilà. Calculer le flux de chaleur surfacique en watts, c'est-à-dire le flux de chaleur ou la densité de flux qui est en watts par mètre carré. Et vous avez la formule, ça fait la température la plus élevée moins la température basse divisée par la résistance surfacique. Et pour calculer le flux de chaleur global, c'est bon, il nous faut forcément la surface d'échange. Et on nous dit la surface d'échange, elle est de 20 mètres carrés. Alors, je vous invite à le faire. Voilà. Alors, on disait qu'il y a aussi la conduction thermique dans les surfaces cylindriques, c'est bon. Ici, sachez très bien qu'au niveau des surfaces cylindriques, on ne parle pas de la résistance thermique surfacique. Par contre, on parle de la résistance thermique. C'est bon, qu'on avait le grand R, comprenez, ou la résistance thermique globale. C'est bon. Alors, dans le cas où le cylindre est composé que d'un seul matériau, alors la résistance du matériau se calcule par la formule Ln du rayon extérieur divisé par le rayon intérieur, c'est bon, divisé par dpi lambda 1 L fois la longueur du cylindre, comprenez? Alors, sachez très bien ici que le R1 et le R2 dépendent vraiment du matériau. Lorsque vous prenez un matériau, par exemple, le R1, c'est ça, c'est le rayon intérieur du matériau, et le R2, c'est bon, c'est le rayon extérieur du matériau, c'est bon. Et lambda 1 ici fait allusion au fait qu'on peut avoir plusieurs couches superposées, et donc ils n'auront pas forcément les mêmes conductivités thermiques. Alors, dans le cas ici de plusieurs couches, c'est bon. Alors, vous voyez qu'on a deux couches, c'est bon. Alors, là, vous êtes d'accord que les deux couches sont en série, elles sont, parce qu'elles sont superposées, c'est bon. Le flux les traverse l'un après l'autre, donc les deux couches sont en série. Du coup, la résistance équivalente est égale à la résistance du matériau 1 plus la résistance du matériau 2. C'est bon, autrement dit, c'est la somme des résistances de chaque matériau. Alors, pour le matériau 1, il est caractérisé par un rayon extérieur qui est de R2 et un rayon intérieur qui est de R1. C'est bon. Du coup, ça fait Ln de R2 sur R1 fois 2pi lambda 1 fois la longueur du cylindre. Comprenez? Et pour le matériau 2, lui, son rayon intérieur, c'est le R2 et son rayon extérieur, c'est le R3. Comprenez? Et lui, il est caractérisé par lambda 2. Du coup, ça fait Ln de R3 sur R2 divisé par dpi lambda 2 fois la longueur. Du coup, le flux total est égal à delta T, la différence de température, sachant qu'elle doit être positive, divisé par la résistance équivalente qu'on venait de calculer. C'est bon, qui n'est rien d'autre que la somme des résistances de chaque matériau, parce que ces deux matériaux sont en série. Alors, maintenant, nous allons parler de la convection thermique. Nous avons dit que la convection thermique, c'est l'échange de chaleur entre un fluide en mouvement, c'est bon, et un matériau, comprenez? Alors, ici, si on prend le cas des murs, c'est bon, à l'intérieur du local, d'un côté du mur, on a de l'air intérieur qui est forcément en mouvement, c'est bon, et de l'autre côté du mur, on a de l'air extérieur qui est aussi en mouvement. Et donc, on va avoir un échange de chaleur sur les deux côtés, c'est bon. D'un côté, échange de chaleur entre l'air intérieur qui est en mouvement avec la paroi, la surface de la paroi fixe, c'est bon, donc c'est une convection. Et notamment ici, c'est une convection intérieure. Et de l'autre côté du mur, on va voir un échange de chaleur entre l'air extérieur qui est en mouvement, c'est bon, et la paroi et la surface extérieure du mur. C'est bon, et donc on a un échange de chaleur entre un fluide qui est en mouvement et une paroi fixe, et donc c'est une convection. Ici, c'est une convection extérieure. Alors, sachez très bien au niveau des convections, une convection est caractérisée par son coefficient de convection, c'est bon, qu'on appelle le H, c'est bon. Alors, le HSI, c'est pour dire le coefficient de convection superficielle intérieure,
C'est bon? C'est-à-dire que c'est le H de l'air intérieur et la surface d'échange intérieure, c'est bon? Et le HSE, c'est le coefficient de convection superficielle extérieure. C'est bon? Qui n'est rien d'autre que le coefficient de convectif, de convection entre l'air extérieur et la surface extérieure du mur. Alors, au niveau de la convection, ici, on associe les résistances surfaciques. Et une résistance surfacique, c'est l'inverse du coefficient convectif. C'est bon, du coup, la résistance surfacique intérieure sera égale 1 sur HSI et la résistance superficielle extérieure due à la convection sera égale à 1 sur HSE. Comprenez? Alors, voilà un exemple à faire avec des résultats. Alors, maintenant, nous allons parler du rayonnement thermique. Nous avons dit que le rayonnement thermique, c'est l'échange de chaleur entre deux corps solides qui sont situés à distance l'un de l'autre. C'est bon? Et le flux de chaleur échangé par le rayonnement thermique nous est donné par la loi de Stéphane et Boltzmann. C'est bon? Alors, ils nous disent que le M, c'est l'émittance. C'est bon? Et il dit c'est égal à sigma, qui est l'émissivité, c'est bon, fois epsilon plutôt, qui est l'émissivité, fois sigma, qui est la constante de Stéphane Boltzmann, fois la température à la puissance 4. Autrement dit, si vous avez un corps qui est à une température donnée, le flux de chaleur que ce corps émet par rayonnement, c'est bon, c'est égal à l'émissivité de ce corps, fois la constante de Stéphane Boltzmann, fois la température du corps évidemment, élevée à la puissance 4. Comprenez? Alors, l'epsilon c'est l'émissivité, c'est bon. Pour un corps noir, l'émissivité est égale à 1, donc epsilon égale à 1. Et pour un corps gris, l'émissivité est comprise entre 0 et 1. Comprenez? Vous pouvez avoir une émissivité de 0,2 ou 0,3 par exemple. C'est bon? Alors, et donc, vous comprenez que si on vous dit qu'un corps noir est à une température de 200 Kelvin, du coup, vous pouvez calculer en même temps l'émittance, c'est-à-dire que le flux de chaleur que met ce corps-là euh, dans l'espace. C'est bon? Et cette émittance, M, est exprimée en watts par mètre carré. Comprenez? Et si vous connaissez la surface de, de votre corps, vous allez multiplier l'émittance par la surface du corps pour trouver le flux total émis par le corps dans l'espace. Alors, conduction, convection. Alors, vous avez compris, comme je venais de le dire, au niveau de, de la paroi intérieure, au niveau de la paroi intérieure, on va avoir l'échange de chaleur par convection. C'est bon, par convection, c'est bon, entre l'air intérieur et la surface fixe du mur. Et à l'extérieur aussi, on va avoir un échange de chaleur entre l'air extérieur et la surface extérieure du mur. Comprenez? Et donc, le flux de chaleur, euh, avant de traverser les matériaux, le mur, il faut d'abord qu'il traverse l'air intérieur. Vous comprenez? Ensuite, qui va traverser le mur et ensuite va traverser l'air extérieur. Comprenez? Et donc, autrement dit, c'est comme si vous avez l'air intérieur qui est superposé au mur et qui sont superposés à quoi? À l'air extérieur. Comprenez? Donc, autrement dit, ici, les résistances euh, superficielles intérieures et extérieures sont en série avec la résistance du mur. Parce que vous avez les couches là qui sont superposées. Comprenez? Vous avez la couche d'air intérieur qui est superposée à l'ensemble des couches du mur. C'est bon qui sont aussi superposées à la couche de l'air extérieur. Comprenez? Et du coup, la résistance équivalente, ce n'est rien d'autre que la somme des résistances de chaque couche. C'est bon? Parce que les couches sont superposées et donc elles sont en série. C'est bon? Et pour avoir le RSI et le RSE,
on a dit que le RSI c'est égal à 1 sur HSI et le RSE est égal à 1 sur HSE. C'est bon? Et les résistances surfaciques des autres couches, c'est rien d'autre que l'épaisseur de chaque couche divisée par son lambda. On va dire sa conductivité thermique. Alors, dans le cas d'un mur avec des, des, une porte et une fenêtre, par exemple, c'est bon. Ici, vous avez les couches là ne sont pas superposées. Comprenez? Ici, vous avez les matériaux qui ne sont pas superposés. Alors, ici, le flux traverse le mur, la fenêtre et la porte simultanément, au même moment. Comprenez? Donc, on dit que les matériaux sont en parallèle. Mais à l'intérieur d'un même mur, les couches sont en série. C'est bon? Mais le mur, dans sa globalité, avec la porte et la fenêtre, sont en parallèle parce que le flux les traverse momentanément. Comprenez? Du coup, ici, la résistance thermique du mur est en parallèle avec la résistance thermique de la porte, qui est en parallèle avec la résistance thermique de la fenêtre. Du coup, c'est tout comme en électricité. 1 sur la résistance équivalente est égal à 1 sur R mur plus 1 sur R porte plus 1 sur R fenêtre. Comprenez? Et donc, sachant qu'on connaît, on va pouvoir calculer le R mur, le R porte et le R fenêtre. Donc, on pourra calculer la résistance équivalente. C'est bon. Maintenant, à cette résistance équivalente, il faut rajouter maintenant le fait que cette résistance équivalente est superposée à l'air intérieur et à l'air extérieur. Comprenez? Donc, du coup, le RSI, le R équivalent du mur et le RSE sont en série. Du coup, la résistance équivalente prime, c'est égal à RSI plus la résistance équivalente du mur tout seul plus la résistance superficielle RSE. Voilà. Maintenant, le problème le plus abondant aussi dans la thermique du bâtiment, c'est le calcul des températures intermédiaires. Comprenez? Alors, ce qu'il faudrait savoir ici, c'est que lorsqu'on calcule un flux, c'est bon, la résistance, on a dit que le flux surfacique est égal à la différence des températures divisée par la résistance thermique, comprenez? Et donc, ce qu'il faudrait savoir ici, c'est que la résistance thermique qu'on met au dénominateur, c'est la résistance thermique comprise entre les deux températures qui sont numérateurs. Donc, si par exemple, je vais calculer le flux avec la température T intérieure et la température superficielle intérieure, TSI, c'est bon, je vois bien que entre les deux températures, la résistance qui est entre les deux, c'est la résistance, c'est l'air. C'est la résistance de l'air intérieur. Donc, c'est les RSI. Du coup, je peux dire que le flux surfacique est égal à température intérieure moins température TSI divisé par la résistance superficielle intérieure. Parce que c'est cette résistance superficielle intérieure-là qui se situe entre les deux températures que j'ai pris à mon numérateur. Et sachant que la différence de température doit être toujours positive, donc ça doit être toujours du plus grand, le plus grand moins le plus petit. Voilà. Alors, si je vais calculer le flux surfacique en tenant compte de la température intérieure et de la température T12, le T12 c'est la température sur la surface, à la surface d'augmentante du matériau 1 et du matériau 2. Alors je vais dire que mon flux surfacique est égal à T intérieur moins T12. C'est bon? Et c'est quoi les résistances qui sont situées entre les deux températures? J'ai le RSI et la résistance du matériau 1. Comprenez? Voilà, du coup, je vais dire que T intérieur moins T12 divisé par le RSI plus le R1. Comprenez? Par exemple, si je vais calculer le flux surfacique en tenant compte de la température T12 et de la température T34, c'est bon? Je vais dire flux surfacique est égal à T12 moins T34, c'est bon? Maintenant, divisé par la somme des résistances, c'est bon, qui sont entre mes deux températures que j'ai pris à mon numérateur. Donc, c'est égal à, ce serait R2 plus le R3. C'est bon, c'est juste l'idée essentielle qu'il faudrait connaître. Voilà, alors ici, j'ai préparé un petit exercice à faire. C'est bon, ça va vous permettre de vous entraîner. Alors, du coup, ici, vous avez aussi un autre exercice.
C'est bon. Et ici, il faut bien réfléchir parce que vous voyez, le schéma a été fait. C'est bon, avec différentes épaisseurs. C'est bon. Et sachant que on vous a donné l'épaisseur de chaque matériau, donc il faut identifier sur la figure quel matériau correspond au plâtre, à l'isolant et aux briques pleines. Comprenez? Et aussi, vous avez les coefficients alpha qui sont donnés en watts par mètre carré Kelvin. Ici, il faudrait savoir que ce sont des coefficients de convection. Comprenez? Parce qu'on a dit ce sont des coefficients de convection qui s'expriment aussi en watts par mètre carré Kelvin. C'est bon. Et ici, il faudra identifier le alpha qui est égal à 23 watts par mètre carré Kelvin. Est-ce qu'il s'agit du coefficient extérieur ou bien du coefficient intérieur? C'est bon. Alors, je vais vous donner un indice. Le coefficient intérieur, c'est bon, est toujours plus élevé. C'est bon. Le coefficient de convection extérieure est toujours plus élevé. C'est bon. Plus un fluide est froid, plus son coefficient convectif est plus élevé. Bon, voilà. Je vous ai préparé aussi des liens, c'est bon, qui vont vous permettre de trouver des exercices, c'est bon, qui sont très intéressants. Ben écoutez, bon courage à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans la discussion. Bon courage à vous. Au revoir.